Donc, bienvenue à tous aux sessions de webinaire de SSE. Je m'excuse un petit peu, on est peut-être 2 minutes en retard parce que c'est la première fois qu'on teste notre plateforme à distance, donc France-Belgique. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On a une présentation, donc je me présente d'abord Jérôme Ribes, directeur général de Synergie Santé Environnement. Synergie Santé Environnement, on est un organisme à but non lucratif basé à Montréal. On travaille avec les établissements de santé ici au Québec. Ce qu'on essaye de faire, c'est de les amener en fait à réduire leurs impacts sur l'environnement en appliquant les principes de santé environnementale. Et on a initié en fait une série de webinaires sur différents sujets cette année, donc ici en janvier 2016. Aujourd'hui, on vous accueille donc pour vous parler vraiment de, je dirais, de quelque chose qui est un peu inusité. En tout cas, en France, on en parle un peu plus qu'au Québec. C'est vraiment, en tout cas dans le réseau de la santé, perturbateurs endocriniens. Donc, la présentation aujourd'hui, c'est Objectif établissement de santé sans perturbateurs endocriniens. La présentation, elle vous est proposée en partenariat, donc SSE, que je viens de vous présenter. On a le C2DS en France, donc Comité pour le développement durable en santé, qui est une association qui regroupe à peu près 500 établissements de santé en France et qui travaille activement avec eux à implanter les principes de développement durable. On a également le réseau environnement santé, dont André, qui est un de nos présentateurs, va vous présenter quelques informations. C'est l'actuel président de ce réseau-là. Donc, nos deux présentateurs sans plus tarder. Donc, André Cicolella, ingénieur chimiste, toxicologue, président du réseau environnement santé. Vous avez de la chance aujourd'hui parce que vous avez un des grands spécialistes francophones sur les perturbateurs endocriniens, donc profitez-en bien. On a également Wiebke Winkler qui est l'animatrice de réseau du C2DS qui, elle, va vous parler un peu plus vraiment d'une campagne établissement de santé sans perturbateurs endocriniens qui a été développée par le C2DS et par le réseau environnement santé. Donc, moi, je vais donner la présentation, le rôle de présentateur à André, et je vais vous laisser avec lui dans les prochaines minutes. Alors, Jérôme souhaite que vous présentiez, c'est ça? Oui. J'accepte. Déjà, qu'est-ce que je fais? Vous allez chercher votre PowerPoint. Ah, vous l'avez là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui? Donc, si vous mettez en mode présentation, ça va être parfait. Et voilà. Vous l'avez. À vous, André. Bon, là, c'est parfait. Bonjour, donc je suis André Cicolella, donc comme Jérôme l'a dit, je suis de formation chimiste toxicologue et j'ai travaillé en fait pendant une vingtaine d'années dans un organisme de recherche en santé au travail et puis la vingtaine d'années suivantes dans un organisme qui était l'INRS, l'INRS français, hein, pas l'INRS québécois. Et puis, dans les 22 années suivantes, l'INERIS, qui est l'autre organisme qui s'occupe de santé environnementale et de risques industriels. Voilà. Et donc, j'ai été conseiller scientifique quand je quittais il y a 1 an. Je suis maintenant président du réseau environnement santé que nous avons créé il y a 7 ans, en mars 2009. Avec un objectif, quand je dis nous, c'est à la fois des ONG comme le VVF par exemple, des associations professionnelles de santé, ce sont des petites associations de médecins mais qui sont très actives, des associations de scientifiques, moi je représente d'ailleurs la Fondation Sciences Citoyennes au sein du réseau, et des associations de malades, avec un objectif, mettre la question santé environnementale au cœur des politiques publiques. Et donc, c'est ce que nous avons fait en partant principalement au départ de la question des perturbateurs endocriniens. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter. Cette question-là qui a permis de faire avancer le sujet lui-même et plus largement la question de la santé environnementale en France. Donc là, je reprends une présentation que j'ai faite il y a 8 jours à Massy sur le thème perturbateurs endocriniens, santé environnementale et crise sanitaire. Je mets ces 3 termes-là parce que, pour bien montrer que la question des perturbateurs endocriniens n'est pas une question un peu anecdotique, un peu marginale, elle est vraiment centrale pour comprendre les enjeux de la santé environnementale et faire le lien avec ce que j'appelle la crise sanitaire. Alors, l'expression est encore très
encore très utilisé, mais je vous donne les éléments qui permettent de dire que nous sommes en situation de crise sanitaire. C'est principalement la croissance des maladies chroniques dans le monde, pas simplement dans les pays développés, ce qui est déjà beaucoup, mais dans le monde. Et ce qui amène à considérer effectivement que c'est nécessaire aujourd'hui de mobiliser les citoyens autour de cet enjeu pour faire face à cette épidémie de maladies chroniques. Et donc voilà, d'où la campagne effectivement que nous avons préparée avec nos amis du C2S, qui est un des piliers du réseau environnement santé, sur le thème ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Donc c'est une campagne qu'on construit avec des partenaires comme une association d'élus qui s'appelle Élus Santé Publique Territoire, et avec un mot d'ordre qui est je peux choisir, je peux agir. Je vais revenir sur cet aspect-là. Voilà, donc cette plaquette-là, elle est disponible évidemment c'est une plaquette qui est destinée aux acteurs de cette campagne. Le thème c'est je peux choisir, je peux agir. Il s'agit de communiquer sur cette question des perturbateurs endocriniens de façon positive. Il s'agit très clairement, il faut éviter un langage anxiogène, parce que plus on comprend effectivement le rôle des perturbateurs endocriniens dans la croissance des maladies chroniques, plus on peut avoir l'impression que c'est tellement énorme qu'on ne peut plus rien faire, et que finalement si c'est tellement grave, c'est la peine de commencer à faire quelque chose, puisque ce sera inutile. Ce qui est faux. Alors évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de dire que c'est une situation, un élément majeur de compréhension, mais il y a un enjeu de démocratie sanitaire quelque part, qui est de dire que les citoyens s'approprient leur environnement pour agir construire leur santé. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette campagne autour de 11 thèmes, notamment le thème se soigner ou soigner sans PE, qui est le thème sur lequel on travaille avec le Comité pour le développement durable en santé. Je reviendrai sur ces 11 commandements. On est en train de construire les outils aussi autour des 11 familles de perturbateurs endocriniens. On a commencé à le faire dans une clinique à Toulouse, qui est la clinique Pasteur, au mois de juin. La semaine passée, j'étais à Massy, dans la banlieue parisienne, dans un EHPAD, dans une maison de retraite, qui s'engage autour des 10 éco-gestes, mais Vipke va vous expliquer les 10 éco-gestes et comment le C2S conçoit effectivement cette action. Alors, pour revenir aux perturbateurs endocriniens, avant 2009, quand on voyait une photo comme ça, on voyait un bébé en train de boire son biberon. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Au Québec, c'est ça aussi, hein, non? Voilà. Après 2009, en France en tout cas, mais je pense aussi au Québec, puisqu'on s'est beaucoup inspiré d'ailleurs pour lancer cette campagne du fait que le Canada avait pris la décision d'interdire les biberons bisphénol en octobre 2008. C'est l'argument qui marche dans les deux sens, hein, qui consiste à dire si les Canadiens l'ont fait, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en France, mais je pense que ça marche aussi en sens inverse. On a commencé à sensibiliser sur cette question du bisphénol A. On a très vite, ça a été une excellente surprise. En mars 2010, donc on a lancé la campagne en mars 2009, et en mars 2010, on avait une proposition de loi au Sénat qui visait à interdire la commercialisation des biberons. Les députés ont suivi très rapidement, et ça a été élargi à l'ensemble de l'Union européenne en novembre, ce qui est un processus extrêmement rapide, mais ça montre que le sujet est particulièrement sensible. Et à partir de ce succès, nous avons dit aux députés et aux sénateurs très bien de se préoccuper de la santé des nourrissons, mais qu'il fallait considérer qu'ils avaient été fœtus avant et qu'ils ont été exposés de façon encore plus importante pendant la grossesse. Et là, l'affaire rarissime aussi, on a obtenu un vote unanime des députés et des sénateurs. Parce qu'on avait fait effectivement une campagne de sensibilisation, malgré le lobbying de l'industrie chimique, on a réussi à faire passer à faire comprendre en tout cas l'enjeu. Par contre, là pour l'instant, ce vote unanime, c'est sur l'interdiction dans les contenants alimentaires, hein, je vais préciser. Par contre, ça n'a pas été étendu pour l'instant au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne, là, a commencé à freiner des cas de fer, et malgré une mobilisation importante au niveau de l'ensemble des pays, voilà, la dernière décision est une décision de la Cour européenne de justice qui a suivi la plainte de la Suède, soutenue par la France, contre la Commission européenne pour manquement à ses obligations. Le jugement a été rendu il y a à peu près 2 semaines.
malgré ces décisions, pour l'instant, la Commission européenne fait la sourde oreille, mais ce qui montre qu'il faut effectivement développer un mouvement citoyen autour de ces questions pour faire bouger le niveau politique. Et c'est vrai chez nous, je pense que c'est aussi vrai chez vous. Alors, pour pouvoir faire bouger les lignes, il faut effectivement faire ce lien, comme je l'expliquais, avec les enjeux sanitaires. Alors voilà, ce que ça va donner, on a eu effectivement droit, c'est Le Monde, c'est le journal de référence en France, une première page et deux pages centrales pour le dossier du bisphénol. Ça a contribué là aussi à la prise de conscience. On a eu aussi un rapport de l'Office parlementaire qui a été intéressant et important, qui disait perturbateur endocrinien, le temps de la précaution, ça c'était en juillet 2011. Et tout ça a abouti à une stratégie nationale perturbateur endocrinien, donc adoptée en avril 2014. Ça c'était ce que nous demandions parce que nous voulions éviter effectivement des réglementations au cas par cas, hein, après le bisphénol, les phtalates, après les phtalates, les perfluorés, et puis ainsi de suite. Les députés avaient commencé à voter d'ailleurs des textes en ce sens-là, et on leur a dit c'est pas la bonne démarche, il faut une vision d'ensemble, et c'est ce que nous avons obtenu, une stratégie nationale en 4 axes, recherche, valorisation, surveillance, expertise, réglementation, formation et information, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'objectif, réduire l'exposition de la population, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire, eh bien, nous sommes les bons petits soldats du ministère, puisque nous allons effectivement développer cette campagne Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens pour mettre en application l'objectif qui est fixé par cette stratégie nationale. Pour les perturbateurs endocriniens eux-mêmes, donc pour revenir sur le cœur du dossier, l'expression a été créée en juillet 1991 à Wingspread, réunion de 21 scientifiques organisée par Theo Colborn, qui était à l'époque le responsable scientifique du WWF aux États-Unis, et qui débouche sur la conclusion effectivement qu'il y a un phénomène commun dans les observations qu'on peut faire à la fois chez l'animal, dans l'écosystème, mais aussi chez l'humain, et que ce phénomène, eh bien, on peut l'appeler perturbation endocrinienne. Donc ça va être suivi effectivement par de nombreuses déclarations. La Commission européenne va organiser une réunion à Weybridge en 1996. Il va y avoir la déclaration de Prague qui fait suite au programme de recherche financé par la Commission européenne. Puis encore récemment, en 2009, déclaration de Washington par l'Endocrine Society. Je vais revenir sur ce point-là parce que c'est là où il y a une formalisation du changement de paradigme des perturbateurs endocriniens. Et à l'époque, au point de départ, on cible sur les hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles. À la fin des années 90, on s'aperçoit que c'est aussi un problème de perturbation des hormones thyroïdiennes, donc c'est la formation du cerveau qui est en jeu, le lien avec la maladie et les troubles du comportement. Au début des années 2000, ce sont les hormones du contrôle du métabolisme, dont on s'aperçoit qu'elles sont elles aussi perturbées, ce qui conduit à considérer le tissu adipeux aujourd'hui comme un organe et non plus comme un simple lieu de stockage, une sorte de réserve énergétique. Et on est loin d'avoir exploré toutes les conséquences de la perturbation du système endocrinien, mais déjà avec ces 3 grands groupes d'hormones, on a déjà un panel d'effets considérable qui explique en grande partie la croissance de ces maladies chroniques. Donc, si vous voulez évidemment plus d'éléments, vous avez cet excellent document qui a été publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et par l'OMS en 2012, qui fait la synthèse et qui conclut effectivement la nécessité d'agir sur ces perturbateurs endocriniens. On a aussi, dans les décisions récentes, l'évaluation du coût économique des perturbateurs endocriniens, un travail qui a été publié il y a quelques mois. On est une estimation de 1,2% du PIB européen. Donc c'est non seulement un problème, un enjeu sanitaire, un enjeu écologique, mais c'est aussi un enjeu économique et donc devient un enjeu politique. C'est important aussi de le mettre de le poser dans cette dimension. Dans les déclarations récentes sur lesquelles on peut s'appuyer, donc la dernière déclaration de l'Endocrine Society aux États-Unis, une société qui fait référence au niveau mondial, qui reprend les éléments de la première déclaration,
Alors, il y a une forte évidence au plan mécanistique et expérimental chez l'animal et épidémiologique chez l'humain, ça fait nouveau, notamment pour les effets suivants: obésité, diabète, reproduction chez la femme et l'homme, cancer hormonodépendant chez la femme, cancer de la prostate, effets thyroïdiens, neurodéveloppementaux et neuroendocriniens. La cible, ce sont les principaux perturbateurs endocriniens: bisphénol A, phtalates, pesticides, monoorganiques pesticides tels que PCB, polybromé et dioxine. La période de la grossesse est la période critique, ça c'est l'élément majeur du changement de paradigme. Autre élément, les PE agissent sur une relation dose-réponse non linéaire avec des effets à faible dose, principalement pendant la phase de développement. C'est ce qui rend nécessaire et urgent l'action pour les éliminer de notre environnement. Dans les éléments récents aussi, une déclaration, là aussi au mois d'octobre, de la Fédération internationale des gynécos et obstétriciens. Donc il y a 125 associations, je pense que, je n'ai pas vérifié, mais je pense que les Canadiens ont dû signer cette déclaration, qui appelle à davantage d'efforts pour prévenir l'exposition aux produits chimiques toxiques. Alors c'est un perturbateur endocrinien, mais c'est une déclaration principalement aussi sur cette question, et que vous pouvez là aussi faire valoir dans la publique. Voilà ce que dit la FIGO: l'accumulation de preuves des impacts sur la santé des produits chimiques toxiques, y compris d'effets transgénérationnels, c'est la caractéristique des perturbateurs endocriniens, amène aujourd'hui FIGO à adresser une série de recommandations aux professionnels de santé pour réduire l'impact des produits chimiques toxiques sur la santé des patients et des populations. Vous voyez, la santé des patients, et là on a la base. Regardons effectivement dans l'environnement hospitalier, les établissements de santé, ce qui peut impacter la santé des populations. Donc le changement de paradigme, j'y ai fait référence, donc ça remet totalement en cause le paradigme de Paracels en matière de toxicologie, sur lequel repose la réglementation. La dose fait le poison. On gère aujourd'hui le risque chimique à partir d'une idée qu'il y a un seuil qu'on va généralement déterminer à partir de l'expérimentation animale, et en dessous de ce seuil, on considère qu'on maîtrise le problème. Là, dans les faits, pour les perturbateurs endocriniens, ça ne marche pas. On constate, et c'est ce que l'Endocrine Society avait formalisé, il y a 5 caractéristiques du changement de paradigme des perturbateurs endocriniens. Le premier, c'est que la période fait le poison. La dose qui fait le poison, c'est la période. C'est principalement la période de la gestation, mais la période de la puberté aussi est une période sensible. Deuxième point, les faibles doses peuvent avoir des effets plus forts que les fortes doses. Alors ça surprend toujours parce que ça va à l'encontre du bon sens, mais le bon sens se trompe dans ce domaine parce que c'est le mode d'action des hormones dont l'effet est régulé par ce mécanisme. Troisième point, l'effet cocktail. On a des effets effectivement qui peuvent être amplifiés lorsqu'on met des mélanges des perturbateurs endocriniens à faible dose notamment. Quatrième point, la latence entre l'exposition et les effets, ça veut dire effectivement que les effets vont survenir alors qu'il n'y a plus de traces directes dans l'organisme. Mais il y a évidemment des traces indirectes. Les connaissances ont beaucoup progressé de ce point de vue-là. C'est ce qu'on appelle, c'est l'épigénome, c'est l'expression des gènes qui est perturbée, qui est transmise de génération en génération. Et on a des données chez l'animal qui vont jusqu'à 3 générations. Donc c'est les arrière-petits-enfants observent des effets qui sont liés à l'exposition des arrière-grands-mères. Je vais revenir sur tous ces points-là avec l'illustration sur quelques perturbateurs endocriniens qui sont très emblématiques de ce changement de paradigme. Une synthèse aussi sur laquelle on peut s'appuyer, c'est la synthèse, c'est le livre blanc publié à l'issue du colloque tenu à Paris par la Society of Toxicology en mai 2012, qui résume bien l'enjeu du point de vue de l'épidémie de maladies chroniques. Cette déclaration donc dit « Beaucoup des grandes maladies et des atteintes fonctionnelles dont la prévalence a augmenté substantiellement au cours des 40 dernières années apparaissent être liées pour partie à des facteurs de développement consécutifs à des déséquilibres nutritionnels ou des expositions environnementales aux substances chimiques, obésité, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, asthme et allergies, maladies immunes et auto-immunes, maladies neurodéveloppementales, neurodégénération, de tuberculose et infertilité, certains types de cancer, ostéoporose, dépression, schizophrénie et sarcopénie. Vous voyez, on a un tableau assez large du spectre de maladies générées
par cette exposition. Je pense. Alors, c'est partie d'un problème beaucoup plus large, en fait, qui est l'origine développementale de la santé de la maladie, et le concept de DOAD, qui a été formé il y a une dizaine d'années maintenant, notamment par les anglo-saxons. Donc les perturbateurs endocriniens, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve partout, et notamment dans les produits qui sont les produits de la vie courante. On va les trouver en grande partie de ce fait dans l'alimentation. On va les trouver dans l'eau aussi, on va les trouver dans l'air principalement de l'air intérieur, parce que, par exemple, les retardateurs de flamme polybromés qu'on va trouver dans les matériels électroniques, dans l'ameublement, c'est notamment dans les mousses polyuréthane ou dans la literie, eh bien, tout ça passe à un moment ou à un autre dans les poussières domestiques. Et donc, on a une exposition par la voie pulmonaire, mais c'est principalement l'alimentation qui est la voie d'exposition. En partie, c'est lié aussi à les pesticides. Une grande partie, voilà, j'ai pris un chiffre qui donne bien l'ampleur du problème. Sur 287 pesticides, 111 affectent les hormones thyroïdiennes. C'est l'agence européenne, l'EFSA, qui le dit, qui n'est pas spécialement avancé sur ces questions-là d'ailleurs. Dans des ustensiles domestiques, par exemple les perfluorés, le revêtement anti-adhésif utilise des perfluorés, et c'est une source de contamination. Il y a d'autres sources liées aux perfluorés comme les cartons anti-taches qui viennent d'être interdits d'ailleurs aux États-Unis. Curieusement d'ailleurs, la FDA vient de les interdire. Dans les cosmétiques, voilà une enquête qui a été faite avec l'Institut Noteo en France sur les produits cosmétiques en France, mais ça doit être à peu près la même chose chez vous. 71% des fonds de teint, 40% des rouges à lèvres, vous voyez, une proportion assez importante, contiennent des perturbateurs endocriniens actuellement répertoriés. On va trouver aussi une grande partie de substances propriétés perturbateurs endocriniens dans les additifs et matériaux à usage alimentaire. Alors le cas du bisphénol est emblématique puisque c'est la résine polyépoxy qui est à l'intérieur de la boîte de conserve. Vous voyez cette petite pellicule blanche qui est faite à partir de bisphénol et qui relargue du bisphénol lors de la fabrication, et puis donc une concentration tout à fait importante. Une partie aussi des dispositifs médicaux, c'est principalement les poches souples, la tuyauterie, à partir de phtalates, notamment de HP, et ce qui fait que la population la plus exposée au DEHP, ce sont les prématurés, ce qui est quand même le comble. On va trouver un certain nombre de médicaments aussi qui utilisent certains phtalates, comme les DEP. Des jouets aussi qui peuvent utiliser des bisphénols ou des phtalates. Donc vous voyez, c'est assez large. Et alors c'est évidemment, là on peut avoir un côté anxiogène quand on dit tout ça. Moi j'ai tendance à présenter les choses de façon un peu différente, à dire que c'est une bonne nouvelle, puisqu'à partir du moment où on a identifié ces causes, eh bien si on les enlève, on va avoir des gains de santé importants. Donc tout ça se traduit aussi par une contamination de l'eau. Voilà une synthèse qui a été faite en Europe par le Centre de recherche de la Communauté européenne, le JRC, qui montre que voilà, les substances qu'on trouve dans 97% des prélèvements en eau de surface, c'est le nonylphénol qui est un perturbateur endocrinien, le PFOA qui est un perfluoré, là aussi présent à 97%. Donc, alors, on est dans des concentrations faibles, mais compte tenu de ce qui a été dit sur le mode d'action des perturbateurs endocriniens, ça n'est pas du tout négligeable du point de vue de l'impact sur la santé de l'écosystème, et du point de vue de la santé humaine, eh bien, on voit des concentrations à peu près aussi de cet ordre-là dans les eaux de nappe notamment. Alors, le bisphénol, pour rentrer un peu plus dans le détail sur le cas d'une substance très étudiée, on a plus d'1 millier d'études aujourd'hui sur le bisphénol A. Donc le BIBRON bien sûr, mais qui est lié au développement du polycarbonate à partir de 1953, on va trouver dans les fontaines électroménagées, et puis à partir de 1966 dans les résines polyépoxy, les dispositifs médicaux, les résines dentaires, voilà.
On travaille avec un syndicat de chirurgiens dentistes actuellement pour alerter les professionnels sur cette situation. Si on remplace le mercure dentaire par du bisphénol dentaire, on a remplacé la peste par le choléra, c'est pas une bonne idée. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une population imprégnée au niveau mondial à plus de 90%. Vous voyez, même dans des pays effectivement comme la Chine, l'Inde, la Corée, la Malaisie ou le Vietnam, on est à ce niveau de contamination, donc c'est une contamination mondiale. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que les niveaux d'imprégnation sont similaires à ceux qui induisent des effets chez l'animal, d'où aussi un impact sur l'écosystème. On retrouve du bisphénol dans les mers de plastique notamment, et ça, on trouve un peu du bisphénol un peu partout sur toute la planète. Donc la synthèse des effets du bisphénol avait été faite en 2007, en 2006, par la déclaration de Chapel Hill, et depuis, tout ça a été largement confirmé, notamment par des études chez l'humain. Mais vous voyez, dès 2006, cette synthèse qui avait été rédigée par 38 scientifiques disait il y a un lien avec cancer du sein, cancer de la prostate, diabète de type 2, obésité, atteinte de la reproduction, problèmes neurocomportementaux et maladies cardiovasculaires. Alors, comment se fait la contamination? Et ça, c'est un exemple qui est très utile quand on explique effectivement aux citoyens, pour faire en sorte qu'ils soient plus conscients du problème, c'est que quand on avale du bisphénol A, on ne s'en aperçoit pas. Il n'y a pas de goût, les sens ne sont pas du tout mis en alerte. Voilà, donc comment faire un repas au bisphénol A? Si vous avez une recette très simple, vous ouvrez les boîtes de conserve, vous ouvrez des fruits le matin, des raviolis le midi et puis un potage le soir, eh bien vous arrivez à la dose de 1 microgramme par kilo par jour. Eh bien si vous donnez à des rates plutôt gestantes cette dose de 1,2, donc c'est la même chose évidemment, vous observez chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils, les générations F1, F2, F3, avec un effet qui semble s'amplifier, une baisse de la qualité du sperme et une baisse de la motilité des spermatozoïdes, donc une baisse de la qualité de façon générale, et une baisse même de la fertilité, de façon assez spectaculaire, vous voyez, de génération en génération. Cette étude avait utilisé le distilbène comme molécule témoin et on retrouve le même phénomène avec le distilbène sur 3 générations. Alors le distilbène nous permet effectivement de dire ce qui est observable chez l'animal est tout à fait transposable à l'homme. Parce qu'on sait aujourd'hui, chez les filles, distilbène comme chez les garçons, eh bien, on sait que ça induit des malformations génitales. Chez les filles, ça induit au départ un cancer rare qu'un cancer du vagin, mais on sait aujourd'hui, par le suivi de cette première génération, que ça double quasiment le taux de cancer du sein, ce qui est considérable. On est aujourd'hui à une femme sur 8. Eh bien, dans ce groupe de population des filles distilbène, on est à une femme sur 4, ce qui est extrêmement important. On a des données sur la deuxième génération, donc on retrouve ce qu'on observe chez l'animal. Deuxième génération, bien malformation génitale plus élevée chez les garçons. Voilà, les cancers du sein, on les observe effectivement avec le bisphénol aussi. Voilà, des données, là vous voyez, on est à 25 nanogrammes de bisphénol par kilo, et on est donc à des doses très inférieures à l'exposition humaine quotidienne. Alors il faut préciser que le bisphénol A est éliminé tous les jours. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait, si on avait bien identifié les causes, arriver à une élimination totale du bisphénol. Ce n'est pas une substance qu'on stocke dans les graisses, comme la dioxine par exemple. C'est des substances qu'on élimine tous les jours. Et on voit très clairement, on a d'autres études, mais celle-là est très claire, sur un effet de génération de tumeurs mammaires chez la souris, chez la descendance de la souris. On a récemment une étude tout à fait importante qui a été publiée au mois de juin par Barbara Cohn et une équipe de l'école de santé publique de Berkeley sur le DDT. Et le DDT, ça a été utilisé massivement, voilà comment on utilisait le DDT dans les années 50-60. Et c'était un jeu même, hein, voilà, quand les enfants s'amusaient à tuer des mouches avec du DDT. Donc cette génération qui s'est imprégnée au DDT, eh bien, a donné naissance évidemment à des enfants. Cette étude de Barbara Cohn a repris le relais parce que Barbara Cohn n'était pas là au départ, puisque c'est un suivi pendant 54 ans de 9300 filles.
C'est un travail considérable, fait avec une rigueur tout à fait remarquable. Et jusqu'en 2014, on disait, ah ben non, on voit bien des observations chez l'animal, mais chez l'humain, non, c'est pas démontré, donc on ne peut rien conclure. Il se trouve qu'effectivement, là, on a une vérification à partir de suivi de cette cohorte, que c'est bien l'exposition pendant la gestation qui détermine la santé à l'âge adulte. Puisque on observe, lorsqu'elles ont atteint l'âge de 52 ans, eh bien, un taux 3,7 fois plus élevé de cancer du sein. Et pas de lien des facteurs de confusion comme les lipides, le poids, la race, entre guillemets bien sûr, l'âge et même l'histoire du cancer du sein. Barbara Cohn avait fait une première publication tout aussi remarquable chez les femmes elles-mêmes pour lesquelles on disposait effectivement de ce dosage sanguin. Eh bien, celles qui avaient plus de 14 ans au moment du dosage n'ont pas plus de cancer du sein. Par contre, celles qui avaient moins de 14 ans, elles ont, vous voyez, lorsqu'elles sont plus exposées, elles ont presque 10 fois plus de cancer du sein. Donc le problème est à la fois pour les filles, mais aussi pour les mères. Alors, une autre grande famille qui est très très répandue, c'est celle des phtalates. Alors j'ai ici synthétisé à la fois les données chez l'animal, le DEHP qu'on va retrouver effectivement dans les poches plastiques, utilisées effectivement dans les hôpitaux. Eh bien c'est le DEHP induit chez le rat une suppression du pic de testostérone. C'est très clair, voilà. Et on le vérifie humain, parce qu'on voit une diminution de la distance anogénitale chez les garçons. Donc on a une féminisation des mâles et on parle d'un syndrome, peut-être enlever ça, voilà, un syndrome des phtalates qui est à la fois caractérisé par un micropénis, des malformations génitales et une féminisation des mâles. Et on a cette étude qui a été faite en 2005 par Shana Swan aux États-Unis, qui montrait que plus la charge en phtalates maternelle était élevée, plus le garçon était effectivement avec une distance anogénitale restreinte. Voilà, ça se mesure avec un pied à coulisse, un peu surprenant, mais c'est comme ça que ça se mesure. Et d'une façon générale, dans toutes les espèces, d'ailleurs, les mâles ont une distance anogénitale supérieure aux femelles. Eh bien, il se trouve que lorsqu'on a été exposé aux phtalates, on a une distance réduite. Et récemment, une étude a montré un lien entre le cancer de la prostate et diminution de la distance anogénitale. Je crois que c'est un élément extrêmement important là aussi pour comprendre le lien perturbateur endocrinien cancer de la prostate. Les troubles du comportement ont été mis en évidence principalement au départ à partir des PCB. Voilà, c'est une synthèse d'une étude qui a été publiée en 96, donc c'est pas récent, mais elle montre effectivement un lien très fort et lié, entre l'exposition, l'imprégnation à la naissance et, vous voyez, 11 ans après, une baisse de QI, et puis 2 ans de retard scolaire, hyperactivité, déficit d'attention, qui sont les troubles du comportement qui sont liés à ces substances. Les PCB sont interdits, mais ils sont encore très présents puisqu'ils sont très rémanents dans l'environnement, mais on les a remplacés par des polybromés qui, eux, ont exactement les mêmes effets, donc on a remplacé la peste par le choléra. Autre élément important dans le paysage, c'est le lien obésité, diabète et perturbateurs endocriniens. On parle de substances obésogènes. Voilà la liste publiée par la revue Environmental Health Perspectives, qui est la revue de référence dans ce domaine. Vous voyez que des souris exposées au distilbène ont un poids beaucoup plus important que des témoins. On a eu récemment une étude au Danemark retrouvant les mêmes effets, d'ailleurs chez les filles exposées in utero au PFOA, qui est le perfluoré. Donc 20 ans après, il y a bien un lien entre l'obésité chez les filles, l'imprégnation maternelle à la naissance. Ces maladies métaboliques sont retrouvées, ça c'est une série d'études publiées par l'équipe de Shankar à partir de la cohorte des CDC aux États-Unis, la cohorte NELS, un lien avec l'imprégnation en bisphénol, l'obésité, le syndrome métabolique, l'hypertension, l'artérite et puis le diabète. Alors, on dit, ah oui, mais c'est la mesure de l'exposition au moment de l'analyse. C'est vrai, c'est un élément à prendre en considération, mais ça signifie vraisemblablement que le mode d'exposition est constant. Mais
Ceci étant, c'est une donnée tout à fait là aussi à prendre en considération. Alors les effets sont à la fois concernent effectivement les grands problèmes de santé, mais aussi des aspects comme la modification du goût. Une exposition néonatale à des pesticides organophosphorés se traduit chez le rat par une appétence pour l'alimentation riche en graisse. Comme ça tombe bien, comme c'est l'évolution qu'a connue l'alimentation dans les pays occidentaux et de plus en plus dans le monde. Et là, il y a un cercle vicieux là qui s'est installé vraisemblablement. Autre élément qui n'est pas du domaine de la santé, mais qui au sens de la maladie, mais qui est bien du domaine de la santé, au sens large du terme, qui est la modification du comportement sexuel. Une étude faite par l'équipe de Skinner, Michael Skinner, qui montre des effets transgénérationnels dans le choix du partenaire. Donc les femelles dont l'exposition, qui est issue des arrière-grand-mères non exposées à ce fongicide qu'est la vinclozoline, eh bien, si on leur laisse le choix, vont choisir les mâles dont l'arrière-grand-mère n'a pas été exposée. Donc, quand je fais cette conférence, à ce moment-là, je dis, messieurs, si vous êtes malheureux en amour, allez interroger votre arrière-grand-mère, vous avez peut-être une explication. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, certainement, parce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont joué, mais ça montre que les perturbateurs endocriniens, c'est plus large qu'un problème de santé, c'est aussi la modification du comportement et ça ajoute un élément supplémentaire à la nécessité effectivement de les éliminer. Alors, sur la dimension système de soins, et c'est revenir plutôt plus spécifiquement sur la dimension soignée sans PE, cette dimension-là n'est pas prise en compte du tout pour l'instant, mais pour le bisphénol A, par exemple, il diminue à très faible dose l'efficacité de la chimiothérapie sur des cellules mammaires par le cisplatine, doxorubicine et la vinblastine. C'est quand même une donnée qui devrait effectivement faire réfléchir sur c'est non seulement une substance qui induit cette pathologie, mais qui en plus empêche, diminue en tout cas l'efficacité d'un traitement qui n'est pas un problème de santé. Même chose sur l'efficacité du traitement du cancer de la prostate. Même chose sur la fécondation in vitro. Plus la contamination en BPA est élevée, plus le taux d'échec de la fécondation in vitro est élevé. On a un doublement du taux d'échec lorsque l'imprégnation est multipliée par 4. Vous avez là une très belle relation dose effet, indiscutable. Et donc, on devrait aujourd'hui faire des protocoles pour diminuer au maximum cette imprégnation lorsque une femme va subir en tout cas une fécondation in vitro. Alors on a interpellé la Haute Autorité de Santé en France sur le sujet. Pour l'instant, on n'a pas de retour, mais c'est un enjeu aussi à mettre dans le débat. D'autres éléments aussi qui éclairent l'importance du problème, c'est le cocktail. C'est pas non seulement le cocktail chimique, mais c'est le cocktail avec l'alimentation grasse. Si vous mettez un régime gras, un peu de dioxine, un peu de DEHP, donc le phtalate, un peu de bisphénol, un peu de PCB, vous obtenez des changements métaboliques chez les enfants. Vous avez aussi cet effet cocktail qui vient d'être démontré, vous voyez, une publication qui date de septembre 2015, tout à fait récente, une équipe de Montpellier qui a fait un travail tout à fait remarquable, qui montre effectivement, qui a testé 40 perturbateurs endocriniens, qui montre effectivement un effet cocktail avec une modification du lien au récepteur et une démonstration évidente d'un effet cocktail entre le chlordane, qui est un peu le cousin germain du DDT, qui est interdit maintenant, mais qui a été très utilisé, et donc une partie importante de la population a été exposée au chlordane, mais le E2, c'est effectivement l'éthynyle et l'estradiol, donc qui est le composant de la pilule. Donc, vous voyez, il faut regarder effectivement l'environnement de façon large en incluant l'exposition aux contraceptifs. Donc tout ça débouche aujourd'hui sur un concept qui est celui de l'exposome. Alors nous avons réussi, ça a été une bonne surprise, à faire introduire dans la loi santé qui a été votée il y a à peu près 1 ou 2 mois là, au Parlement, le concept d'exposome. La politique de prévention doit être basée sur l'exposome. C'est mis
dans la loi. Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce que voulait dire ce terme, mais en tout cas, c'est bien passé parce que ça faisait moderne. Enfin, l'exposome, c'est en fait, c'est l'exposition d'une population de la conception jusqu'à la mort, en fait. Et donc, le concept le mot a été créé en 2006 par Christopher Wilde, qui est le patron du CIRC, donc le Centre international de recherche contre le cancer. Et cet exposome, effectivement, est construit comme devant être le complément du génome. Donc ça change la stratégie de santé publique en disant que l'enjeu, c'est effectivement la protection de la période sensible, principalement de la période sensible qui est la gestation. Et je reprends ici une publication de Hanson et Gluckman, qui sont les deux scientifiques anglais pour Hanson, néo-zélandais pour Gluckman, qui sont à l'origine du concept de la DOAD, l'origine développementale des maladies. Voilà, donc tout ça, voilà, j'ai tracé évidemment très rapidement les grands problèmes de santé qui peuvent être imputés aux perturbateurs endocriniens, du fait de leur toxicité propre et puis de leur présence très importante dans l'environnement et donc dans la contamination des organismes vivants. Et donc on a, je pense, une partie de l'explication de la croissance des maladies chroniques, qui est un élément, le constat en est fait par l'OMS. Alors l'OMS n'en tire pas toutes les conclusions du point de vue des causes, mais au moins du point de vue du constat des maladies, l'OMS parle d'épidémie mondiale de maladies chroniques. C'est une plaquette grand public qui a été publiée par l'OMS en 2008 à l'occasion du plan mondial de la lutte contre les maladies non transmissibles. C'est passé assez inaperçu, mais ça a été repris dans la déclaration de New York, là, par contre, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui n'est pas un événement secondaire. C'était la deuxième fois que l'Assemblée générale débattait d'un point de santé. La première fois, c'était en 2002 avec le sida. Par contre, il y a eu très peu de suite à cette déclaration. Néanmoins, c'est important de s'appuyer sur cette déclaration quand on discute avec les institutions, pour rappeler effectivement que voilà, il y a un engagement de tous les pays. Les 184 chefs d'État et le gouvernement ont signé, donc tout le monde a signé. Le fardeau et la menace que les maladies non transmissibles représentent à l'échelle mondiale constituent un principal défi pour le développement du XXIe siècle. Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, parlait de catastrophe imminente. Donc c'est Margaret Chan, une personne très mesurée, néanmoins elle utilise un mot très fort. Donc vous avez un rapport de 2010 qui fait la synthèse sur ces questions-là pour l'ensemble des pays du monde. L'OMS en 2014 à New York pour le bilan de cette décision, New York +3, a mis à jour effectivement les données dans ce rapport, mais aussi a fixé des objectifs, notamment diminution de la mortalité de 25% d'ici 2025, ce qui est très optimiste, avec un autre objectif, arrêt de l'obésité, de l'épidémie d'obésité et de diabète, qui est là aussi très optimiste dans une période aussi courte que 10 ans. Voilà, donc vous avez ces données que j'ai reprises dans le premier rapport, voilà, le rapport maladie chronique, maladie infectieuse. Ça montre que ce problème est un problème mondial. Vous voyez, les pays riches sont ici, les pays à revenus intermédiaires sont ici, mais les pays à revenus intermédiaires tranche inférieure, et là c'est l'Inde, c'est la Chine en fait. Hein. Là aussi, dans ces pays, les maladies chroniques sont dominantes. Dans les pays les plus pauvres, par contre, on a la double peine. On a les maladies infectieuses et on a aussi des maladies chroniques. Donc, l'enjeu, effectivement, est clair. Alors, je cite là, voilà, j'utilise beaucoup ce graphique en France, mais je pense que vous avez la même chose au Canada ou au Québec. On a un système en France qui indemnise, qui prend en charge les maladies chroniques lorsqu'elles sont reconnues comme maladies graves. Ça s'appelle les affections de longue durée parce que les coûts sont importants. Quand on regarde donc, les statistiques de notre système d'assurance maladie, en termes d'incidence, on a une progression à partir de 1994 principalement. Pour les maladies cardiovasculaires, alors que le changement de la population a été de 27% sur la période, on a une progression de 124%, donc 5 fois plus rapide. Pour le cancer, la progression a été 4 fois plus rapide. Pour le diabète, ça a été 6 fois plus rapide à partir du changement de définition qui est intervenu en 2000. Vous voyez la progression extrêmement rapide.
Et même pour les affections psychiatriques, on a une progression qui est presque le triple. Et donc, on ne peut pas expliquer donc par le vieillissement, ce qui est l'explication habituelle, puisque sinon on aurait un suivi, une augmentation plutôt proportionnelle au changement de la population. Alors, j'avais utilisé aussi cette donnée quand j'ai sorti mon livre et que j'ai fait le dossier du Nouvel Observateur, qui est le grand hebdomadaire en France. Vous voyez, par région, on peut avoir des disparités importantes. Je pense que ça va être vraisemblablement la même chose chez vous. Une région comme l'Alsace, on a une progression de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, de 131% sur la période de 10 ans, alors que la progression de la population sur la période est de 13%, ce qui est considérable. Donc on est là en termes d'incidence, bien sûr. La mortalité diminue, mais le nombre de nouveaux cas, lui, continue de progresser. Et c'est ce qu'il faut regarder pour bien mettre en évidence la situation de crise sanitaire dans laquelle on est. Alors l'AVC est intéressant parce que c'est aussi une pathologie dont l'incidence diminue chez les plus âgés, les plus de 65 ans, et augmente chez les plus jeunes. Donc on ne peut pas expliquer par le vieillissement cette progression. Et le dépistage de l'AVC n'a pas changé, on dépiste un AVC quand on fait un AVC. Donc c'est les deux arguments qu'on entend pour expliquer que même tout ça est très normal parce qu'on vieillit, mais parce qu'on dépiste mieux, ne résiste pas à l'analyse par rapport à une pathologie comme l'AVC. C'est vrai aussi pour le diabète, il y a des progressions très variables, mais toujours très supérieures à l'évolution de la population. On est à 88% dans une région comme le Poitou-Charentes, notamment, mais même dans les départements d'outre-mer, on a aussi parfois des progressions un peu plus rapides d'ailleurs. Progression du cancer, un peu moins rapide, mais quand même très importante, supérieure là aussi au changement démographique. Alors, j'insiste bien sur le cancer parce que vous verrez sur la plaquette que l'on a faite sur la campagne Ville et Territoire sans PE, on a fait un focus sur cancer du sein et cancer de la prostate. En partant de l'idée que ces deux pathologies sont en progression dans tous les pays, et avec des inégalités très fortes entre pays quand même. Vous voyez, la France, j'ai ajouté le Canada tout à l'heure, n'est pas très loin de la France métropolitaine, avec un taux standardisé. C'est un taux qui corrige en fonction de la structure de la population, de 98 pour 100 000, 89 pour 100 000, c'est à peu près la même chose pour le cancer de la prostate, mais aux Antilles, la Martinique est à plus de 2 fois. Par contre, un pays comme le Bhoutan, petit pays de l'Himalaya qui manifestement a observé un mode de vie traditionnel, lui est à un taux de 1,2. C'est pas un pays très pauvre, c'est pas un pays riche évidemment, mais c'est un pays dont le système de santé est considéré comme équivalent à celui du Liban par exemple, ou de la Polynésie française. Donc c'est un pays où quand on a un cancer de la prostate ou un cancer du sein, on les détecte. Voilà. Et vous voyez, la différence est considérable. On voit bien que si on arrive à comprendre le pourquoi de cette différence à la fois en France entre les régions, la Réunion est au quart de la Martinique, par exemple, mais la Bretagne est la région métropolitaine la plus exposée. Vous voyez, on est passé de taux de 30 pour 100 000 à un taux de 150 pour 100 000 en 25 ans. Donc là aussi, ces disparités-là montrent bien qu'il y a des facteurs environnementaux et dans les explications, les perturbateurs endocriniens viennent en premier. Sur le cancer du sein, même chose. Vous voyez, le Bhoutan est à un taux de 5 et on est à 80, 90 en France, avec quasiment les mêmes disparités entre régions. Entre la Réunion et le Nord-Pas-de-Calais, on a un rapport de 1 à 3. Le Japon, pays industriel, pays urbain, lui, a un taux qui est à peu près la moitié. Mais il y a 30 ans, le taux des Japonaises était 6 fois plus faible. Donc les Japonaises sont en train de rejoindre les Européennes et les Nord-Américaines, vraisemblablement parce que le mode de vie évolue dans le même sens. Mais c'est important de montrer, effectivement, vous voyez, je vous ai montré l'exemple du bisphénol, mais j'aurais pu développer aussi les phtalates, les perfluorés, qui sont très impliqués dans ces cancers. On a là, et puis l'exemple du DDT que je vous ai montré, montre que il n'y a pas d'autre explication. Je suis en train de travailler sur la sortie d'un livre que l'on va faire dans le cadre du lancement d'une nouvelle collection plutôt sur environnement et santé. Le premier ouvrage sera sur environnement et cancer du sein.
bien la conclusion est très claire. C'est un problème d'environnement et principalement un problème de pollution chimique. Donc on peut arrêter l'épidémie de cancer du sein si on s'attaque à cette contamination. Et c'est pas rêvé que de dire on pourrait obtenir le taux, moins des japonaises, mais même vraisemblablement le taux des femmes du Bhoutan, ce qui changerait radicalement évidemment le paysage. Dans les progressions de pathologies aussi qui sont en partie liées à ces perturbateurs endocriniens, beaucoup moins quand même, mais on a des liens avec l'asthme et l'allergie. Les troubles du comportement, ça c'est très clair. Là je reprends les statistiques américaines parce que en France on n'a pas de problème. Vous savez, c'est le syndrome du nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière. Je pense que c'est la même situation. On a une institution qui est l'Institut de veille sanitaire qui continue d'expliquer qu'il n'y a aucun problème, alors qu'aux États-Unis, vous voyez la progression en 40 ans, un cas sur 5000, un cas sur 5. On a un lien en partie avec ces perturbateurs endocriniens, mais l'autre lien important, c'est l'hyperactivité de l'enfant. Là aussi, il est en augmentation, et c'est lié à l'exposition, à la perturbation des hormones thyroïdiennes. Les neurodégénératives aussi en partie sont liées à ces substances. L'atteinte de la reproduction, qui est l'autre grand phénomène, là aussi incontestablement lié aux perturbateurs endocriniens. On nous a expliqué pendant un certain temps que c'était le port du jean qui avait changé en France. En 20 ans, vous voyez, on a du mal à comprendre comment le port du jean pourrait expliquer une baisse de 30% de la qualité du sperme. C'est une étude qui a été faite en France auprès de 26 000 hommes. C'est une étude considérable, c'est une des plus grandes études menées dans le monde. Et bien tout ça se traduit aujourd'hui par une augmentation de la procréation médicalement assistée. Donc en 10 ans, on a presque triplé le nombre. La fertilité touche un couple sur 5. Alors je n'ai pas les chiffres au Canada, mais vous les avez bien évidemment, je pense. Et on a une vraie préoccupation dans la population. Un élément aussi à mettre dans le débat quand on parle de ces questions, je l'ai évoqué pour les perturbateurs endocriniens avec l'estimation du coût économique 1,2% du PIB. Voilà, quand on compare les dépenses de santé en France et au Japon, eh bien, on voit une différence très claire de 22-25%. Même niveau de développement, même niveau des indicateurs sanitaires classiques, mais différence du point de vue maladie chronique et différence du point de vue des dépenses de santé aussi. Donc c'est un argument que les responsables politiques commencent un peu à entendre, sur lequel on joue aussi pour construire cette campagne. Voilà, donc oui, donc dans le lien entre action sur les perturbateurs endocriniens, santé environnementale et crise sanitaire, il faut évidemment prendre en considération ce qui se dit par ailleurs. C'est-à-dire que l'argument en termes de santé publique, enfin en France c'est très clair, c'est souvent le cas d'ailleurs, on nous écrit que c'est tabac et alcool qui sont les éléments déterminants. Alors, c'est effectivement deux éléments importants du point de vue santé publique, mais on ne peut pas expliquer par des facteurs de risque qui sont en diminution globalement des phénomènes croissants comme cela. Et puis, je crois que le regard a changé. Je pense que c'est très intéressant de s'inspirer d'ailleurs des campagnes de sensibilisation sur la question du tabac ou de l'alcool pour mettre finalement mettre les perturbateurs endocriniens en exergue. Voilà. Donc les éléments qui vont jouer aussi, c'est la transition nutritionnelle, ça s'appelle la nourriture ultra transformée, mais cette nourriture ultra transformée, elle-même est souvent contaminée par soit des édulcorants, des additifs, comme je vous l'ai montré, une grande partie sont aussi des perturbateurs endocriniens, soit par des résidus de pesticides, en principe, puisque l'alimentation industrielle s'est développée sur cette agriculture intensive. Donc les autres éléments, la sédentarité, on a peu de choses, mais on a quand même des données, avec le bisphénol notamment, des données expérimentales chez la souris qui montrent effectivement un lien avec la baisse d'activité liée à la contamination par le bisphénol. Mais évidemment, il y a d'autres facteurs qui jouent, qui vont amplifier l'action des perturbateurs endocriniens, notamment dans l'augmentation de l'obésité et du diabète. Donc je vais vous montrer cet effet, je vais passer plus rapidement sur cette épidémie d'obésité et de diabète. Voilà. La pollution, j'ai évoqué effectivement la pollution urbaine, la pollution intérieure, sont des facteurs qui vont jouer dans la croissance des maladies chroniques, et en partie une
contamination qu'on va trouver principalement dans la pollution intérieure aux perturbateurs endocriniens. Un dernier élément sur le lien avec la biodiversité. Je vous dis ça parce que, vous voyez, tout à l'heure, j'avais un responsable associatif qui est très, enfin, sur une ville qui s'appelle Béthune. Ils sont très intéressés par la campagne, notamment parce que on l'a construit dans ce lien santé de l'humain, santé de l'écosystème. Et la biodiversité, je prends l'exemple des grenouilles. Vous voyez, cette grenouille est née dans un bain de pesticides, donc c'est pas terrible. Son avenir a été très positif. Les grenouilles, c'est une évaluation qui avait été faite en 2006. 32% des races éteintes, 43% déclin. Et on comprend très bien quand on prend de l'atrazine, quand on met des grenouilles plutôt dans un bain d'atrazine, à 0,1 microgramme par litre, eh bien, on a plus de 60% effectivement d'anomalies du système génital. Donc, la norme de potabilité en matière d'eau est à 0,1 microgramme par litre actuellement, ce qui n'a évidemment aucun sens du point de vue santé de l'homme et santé de l'écosystème, parce qu'elle est basée en plus sur le seuil de détection analytique. Vous voyez l'enjeu aussi de ramener dans le débat de la pollution de l'eau, parce qu'elle a un impact à la fois sur la santé humaine et la santé de l'écosystème. Alors, je terminerai pour donner un éclairage un peu plus global sur cette notion de crise sanitaire, ce qu'il appelle la révolution de la santé, qui pour moi est de même nature que celle passée à la fin du XIXe siècle. Nous sommes en début du XXIe siècle, donc le grand enjeu n'est plus principalement celui des maladies infectieuses, qui était les causes principales, mais à la fin du XIXe, on a vaincu ces grandes maladies infectieuses, choléra, tuberculose, typhus, par une action sur l'environnement. On a fait des égouts, on a fait de l'adduction d'eau, on a amélioré l'habitat, les droits sociaux et l'éducation aussi, sauf que là c'est l'environnement chimique principalement qui est en cause, et les maladies non infectieuses, mais il faut agir sur l'environnement, mais là agir aussi en termes de droits sociaux, en termes d'éducation. Donc je crois que ça permet de situer l'enjeu à ce niveau évidemment très important, qui fait référence à cette période qui a permis effectivement de vaincre ces grandes maladies avant même qu'on ait su les soigner. Voilà, et donc si vous voulez en savoir plus, le livre que j'ai fait en 2013, c'est Toxic Planet, avec le sous-titre Le scandale invisible des maladies chroniques, et le prochain sera sur environnement et cancer du sein. Et puis on va, je pense, continuer cette collection sur environnement et pathologie. Les éléments que nous avons aujourd'hui sur le lien avec l'environnement et sur la possibilité de reculer ces grandes maladies en agissant sur l'environnement. Voilà, je voulais vous dire. Merci beaucoup André, c'est très très intéressant. Donc moi je vais juste passer la parole à Wiebke pour que Wiebke puisse nous présenter brièvement le projet qu'ils font en France avec les établissements de santé. Donc Wiebke, à toi la parole. Donc, bonjour à tous. Donc d'abord je vous présente les excuses de Sylvie Joviado, donc la directrice du CIDEDS, qui aurait souhaité animer cette présentation de cet après-midi, mais qui a eu une triste nouvelle ce matin et qui a dû s'absenter. Donc moi-même je fais partie de l'équipe opérationnelle du CIDEDS, donc je suis une animatrice de réseau. Et la présentation à laquelle on a pu assister, elle a permis de comprendre que le battant enseignant, c'est un sujet très important en matière de santé publique, mais que c'est un sujet très compliqué, que c'est complexe et que c'est politique. Dans ce sens-là, aujourd'hui, je vais vous expliquer en quelques minutes CIDEDS, un réseau d'établissements de santé et médico-sociaux, c'est approprier le sujet de façon opérationnelle. Dans un premier temps, je vais poser le cadre général et ensuite je vais vous présenter que André vous a déjà présenté quelques instants. Donc cette campagne thématique, je vais vous la présenter plus en détail. Donc au CIDEDS, c'est un réseau professionnel composé d'établissements de santé et médico-sociaux qui est dédié au développement durable en santé. Nous avons deux missions parmi d'autres. Une des missions, c'est bien d'informer nos parties prenantes sur tout ce qui porte préjudice à la santé publique, et l'escalade,
Donc la présence des phtalates dans les dispositifs médicaux, ça a été le sujet qui a animé en fait la première journée thématique du CDEDS en 2007. Donc à ce jour-là, nous avons donc invité nos établissements adhérents et les parties prenantes à venir écouter ce que différentes personnes que nous avions identifiées avaient à dire en matière de présence de phtalates dans les dispositifs médicaux. Et suite à ça, des acheteurs d'établissements volontaires se sont mis à chasser autant que possible les phtalates de leurs dispositifs médicaux de par les achats. Mais bien entendu, il n'était pas question d'en rester là. Nous, en tant que réseau professionnel, on essaye d'aider nos adhérents à se mobiliser en interne. Et quand je dis se mobiliser en interne, c'est pas seulement informer l'acheteur par rapport à un sujet, mais mobiliser l'ensemble des équipes. Et là, je reviens sur le fait que les perturbateurs endocriniens, c'est un sujet compliqué, complexe et politique. Du coup, c'était un beau challenge qui nous a été lancé avec ce sujet-là. Et je vais vous présenter comment nous nous sommes attaqués à ce chantier. Donc, quand je dis aider les adhérents à se mobiliser, il y a différentes façons d'aider nos adhérents à se mobiliser. Il y a le partage d'informations, il y a le partage de bonnes pratiques, mais il y a aussi le partage d'outils. Donc, Jérôme, si tu peux passer à la prochaine diapositive. Alors, un des outils qui sont partagés au sein du réseau du CDEDS, c'est les campagnes thématiques. Donc, au fil des années, donc le CDEDS, les statuts ont été déposés en 2007. Au fil des années, nous avons créé différentes campagnes thématiques qui permettent à nos établissements adhérents de structurer une démarche en interne, à ne pas mélanger avec une prestation d'accompagnement, mais c'est vraiment une bonne base pour qu'un établissement, avec l'ensemble de ses équipes, s'approprie un sujet. Donc, en 2007, la première journée thématique avait porté sur les phtalates. Entre-temps, nous avons fait des piqûres de rappel par rapport à la thématique à travers notre communication en interne. Mais en 2015, nous avons pris la décision de construire une campagne thématique qui porte sur les perturbateurs endocriniens, de par l'importance, de par les nouvelles connaissances en la matière. Donc, au CDEDS, les campagnes thématiques sont construites par des groupes de travail. Ces groupes de travail sont composés de professionnels de santé ou paramédicaux ou autres issus des établissements adhérents, parce que c'est toujours le même principe. On crée un outil par les adhérents, pour les adhérents. Et en matière de campagnes thématiques, ces campagnes thématiques ont toujours le même profil, si j'ose dire. Il y a une affiche avec 10 gestes, 10 éco-gestes, et ensuite il y a un support pédagogique qui permet à la personne qui va donc porter le support en interne d'aller à la rencontre de l'ensemble du personnel pour expliquer pourquoi il est important d'adhérer à cette démarche que l'établissement souhaite mettre en place. Donc, tu peux passer à la prochaine diapositive, s'il te plaît. Alors, le voilà, l'affiche. Donc, ça, c'est notre affiche de la campagne engagement objectif établissement sans perturbation endocrinien. Sachant que c'est un objectif parce que c'est un chantier complexe et à conduire à moyen, voire long terme. Il y a aussi les engagements, les décisions politiques qui doivent aller dans le bon sens pour que le travail pour le professionnel puisse être facilité. Donc, ces 10 gestes, alors ces 10 gestes, il y en a certains qui sont spécifiques aux établissements de santé, mais il y en a d'autres qui peuvent aider n'importe quel établissement recevant du public de réduire la présence de perturbations endocriniens en son sein. Donc, les 10 gestes concernent aussi bien le personnel soignant que le personnel technique ou autre. C'est-à-dire c'est vraiment volontaire de créer une campagne qui comprend des gestes qui concernent tout type de personnel et autant de champs d'activité que possible. C'est-à-dire on se limite pas seulement aux soins, bien que ça soit extrêmement important, on s'entend, mais on veut aussi impliquer le personnel d'entretien ou le personnel de restauration. Donc je ne vais pas vous expliquer les 10 gestes, je ne vais pas expliquer chaque geste en détail. De toute façon, vous aurez le support, donc vous aurez le temps de revenir dessus. Mais les gestes couvrent aussi bien le champ de la restauration que celui des travaux et de l'entretien d'hygiène des locaux, que la protection des personnels. Vous voyez, par exemple, nous l'avons volontairement placé en premier lieu. André nous a expliqué à quel point la période
de la grossesse, elle est importante par rapport à la protection de l'enfant à naître des perturbateurs endocriniens. Donc la femme enceinte et le rôle joué par le responsable d'établissement dans la protection de la femme enceinte aussi, ça a été vraiment un choix volontaire de mettre ce geste à la première place des 10 gestes de la campagne. Donc la protection du personnel, mais il y a aussi des gestes qui sont plus spécifiques aux soins, qui concernent donc, j'attire votre attention sur le geste numéro 4, les dispositifs médicaux, le geste 8, c'est les médicaments, et le geste 10, c'est les produits de soins corporels, parce que par exemple, des produits qui peuvent se trouver dans des mallettes de naissance dans la maternité. Il y a eu tout un débat en France par rapport à ce sujet et l'Ordre des médecins a bien précisé que la distribution et la recommandation de produits cosmétiques au sein d'un établissement de santé engage la responsabilité professionnelle. Voilà, donc dans ce sens-là, c'est aussi un geste qui est important à incorporer, d'autant plus qu'André nous a expliqué l'impact de certaines substances qui peuvent se trouver dans ces produits-là. Voilà, donc ça c'est la campagne. Alors, il y a un petit texte explicatif tout en bas de la feuille. Et vous, c'est un petit peu petit, je m'excuse, mais normalement vous aurez dû pouvoir lire c'est la signature du responsable d'établissement. C'est-à-dire l'établissement adhérent qui souhaite s'engager dans la campagne crée un petit événement en interne pendant lequel le responsable d'établissement signe cette campagne et prend donc solennellement l'engagement de respecter autant que possible ces 10 éco-gestes, ces 10 gestes. Voilà. Et ensuite, dernière diapositive, Jérôme, s'il te plaît. Donc là, on va faire un petit focus sur le flyer pédagogique, donc qui va avec, c'est un outil de support pour la personne qui porte en interne cette campagne. Donc j'en ai choisi deux gestes parmi les 10 gestes. Donc juste pour vous présenter comment est structuré le flyer pédagogique. Donc on va commencer par le geste donc, qui sont les dispositifs médicaux donc qui est à gauche. Donc, on rappelle l'éco-geste qui situe les dispositifs médicaux en plastique contenant les substances à effet de perturbateurs endocriniens. Ensuite, on a un petit texte explicatif qui a pour objectif d'être aussi bien compréhensible par quelqu'un qui dans le service d'entretien que quelqu'un qui est dans le service de soins. Et ensuite, on a un petit plus. Et le petit plus, c'est vraiment la touche que l'animation apporte à ces campagnes, parce que avec ce petit plus, on les incite d'aller encore plus loin et dans ce cadre-là, le petit plus concerne en fait de me contacter moi à l'animation de mes réseaux, parce que moi je vais mettre les établissements qui s'engagent nouvellement dans la démarche, je vais pouvoir les mettre en contact avec des acheteurs qui font la chasse aux salades dans les dispositifs médicaux, par exemple depuis 2007. Voilà, donc ça c'est vraiment la structuration au sein de chaque geste. Et la même chose, vous la trouvez dans la colonne à droite par rapport au nettoyage, à l'entretien, à l'hygiène des locaux. Voilà. Et compte tenu du temps, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc, je vais reprendre la parole. Merci beaucoup Wiebke, merci beaucoup André. Et donc voilà, je vous souhaite un bel après-midi, une belle soirée pour nos amis français.